Alors, pas de match ce vendredi dans cette Coupe du Monde, mais si le football vous manque, vous inquiétez pas, on va continuer d'en parler sur France 24. Bienvenue dans le club du mondial sur notre antenne. Alors, on va vous donner toutes les dernières actualités de la Coupe du Monde avec aujourd'hui Jules Boiteau et Xavier Barré, consultant pour France 24 et RFI. Bonjour et merci d'être ici. On va évoquer avec vous les préparatifs de la grande finale entre l'Argentine et l'Espagne dimanche prochain. Oui, puisqu'on connaît notamment l'identité de l'arbitre, on évoquera également les inquiétudes autour de l'état de forme de cet homme, de Lamine Yamal, qui est apparu strappé à l'entraînement. Lamine Yamal opposé à Lionel Messi dans ce match, dans le match. Oui, il y a un parfum de confrontation entre maître et apprenti dans cette finale. Messi-Yamal évidemment, mais aussi les entraîneurs Luis de la Fuente et Lionel Scaloni. L'un a formé l'autre pour obtenir son diplôme UEFA. Ils se retrouvent donc dans quelques jours au sommet du football mondial. Alors voilà, du côté des vainqueurs des demi-finales, mais on va aussi parler des perdants, les Bleus, qui se préparent pour le match pour la 3e place. Ce sera demain soir. Oui, dans une ambiance assez morose, un barreau d'honneur pour Didier Deschamps qui essaye de conserver l'enjeu du match. Un match auquel ne participera pas William Saliba, sorti blessé contre l'Espagne. On a appris ces derniers joueurs qu'il avait joué toute la compétition avec une fracture au dos. Et voilà, vous avez le programme, c'est parti pour le club mondial. J-2 avant la grande finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne. Et toutes dernières informations pour commencer. On connaît l'arbitre de la rencontre. Oui, son nom a été dévoilé ce matin par la FIFA. Slavko Vincic, arbitre slovène expérimenté dans cette Coupe du Monde. Il a déjà arbitré notamment Brésil-Maroc ou Mexique-Équateur. Il avait également arbitré la finale de la Ligue des Champions 2024 Dortmund-Real, mais aussi la demi-finale du précédent Euro Espagne-France. L'Espagne l'avait emporté 2-1. Xavier, on imagine que les superstitieux en Espagne seront contents, d'autant qu'il avait également arbitré la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite au premier match de la dernière Coupe du Monde. Oui, alors ça c'est traditionnel. Dans chaque pays, on prend les antécédents de l'arbitre. Bon, Slavko Vincic, c'est un Slovène, donc il est un peu neutre dans cette affaire. Surtout, il a la même nationalité que le président de l'UEFA, et donc c'est un arbitre qui est souvent envoyé en mission sur les matchs difficiles, donc il a l'habitude d'arbitrer des rencontres un peu touchy, un peu compliquées. Il a été désigné là 4 ans après un arbitre polonais, Szymon Marciniak, qui avait arbitré la finale de la dernière Coupe du Monde entre la France et l'Argentine déjà. Souvent, dans ces finales, on a affaire à soit des arbitres européens, soit sud-américains. Quand c'est deux équipes européennes, c'est plus facile de mettre un sud-américain. Quand c'est une confrontation entre les deux continents, il faut faire un choix. Et là, c'est donc un européen. Alors voilà ce qu'on pouvait dire de l'arbitre de cette finale qui se passera à New York, où la couleur de l'air inquiète. Ouais, c'est une fumée dense et rouge qui s'abat actuellement sur New York et donc sur le MetLife Stadium que vous apercevez sur ces images. La ville a été placée en alerte rouge pour la qualité médiocre de l'air et la chaleur extrême. Ces fumées, elles viennent du Canada, des incendies dans les grandes forêts canadiennes, mais les autorités se veulent plutôt rassurantes pour cette finale. La qualité de l'air devrait s'améliorer d'ici la fin de cette journée de vendredi, et puis la pluie attendue samedi devrait elle aussi contribuer à disperser la fumée. Alors ça, c'était le petit point météo. Est-ce que les joueurs, eux, ont pu reprendre l'entraînement ? Oui, entraînement très léger pour les titulaires des deux équipes, mais depuis quelques heures, c'est toute l'Espagne qui tremble puisque les médias espagnols ont partagé cette image que vous apercevez. Lamine Yamal ménagé à l'entraînement, ça c'est plutôt normal, mais surtout bandé à la cuisse, lui qui n'était pas strappé pendant la demi-finale contre la France. A-t-il ressenti une douleur pendant le match ou depuis? On rappelle qu'il est arrivé à la Coupe du Monde en convalescence, il n'était pas titulaire pour le premier match. Il s'était blessé en avril dernier avec le Barça, déchirure au niveau du biceps fémoral. Xavier, grosse inquiétude côté espagnol, même si on l'a vu dans ce mondial, tout ne repose pas sur Lamine Yamal dans ce collectif. Alors c'est évidemment, cette équipe d'Espagne, elle a une première qualité. La star, c'est effectivement l'équipe, c'est le jeu collectif. Maintenant, Lamine Yamal,
il y a aussi un réflexe de précaution systématique. On l'a vu par exemple quand Kylian Mbappé est sorti avant la fin du match contre le Paraguay, si je me souviens bien. Et puis tout le monde a dit qu'est-ce qui se passe, la cheville de Kylian Mbappé. Puis en fait, il avait eu une petite inquiétude. Tout de suite, le staff médical a pris les choses en main pour justement éviter que ça s'aggrave. Et c'est vrai qu'avec Lamine Yamal, il y a une alerte parce que comme il est très jeune et passionné et qu'il a envie de jouer, il faisait pas trop attention jusqu'à présent à son état de santé en général. Il avait pris un coup, c'est pas grave, il continue à jouer. Et puis il y a eu cette blessure à laquelle vous faites allusion. Il a été absent les 2 derniers mois de la saison à Barcelone. Donc il est revenu progressivement. La fédération espagnole, enfin le staff de Luis de la Fuente a fait très attention. Le premier match, il a pas joué. Le deuxième, il a joué qu'une mi-temps. On l'a fait revenir progressivement et on le ménage énormément parce qu'on sait que c'est quand même un élément très important dans cette équipe d'Espagne, même si, encore une fois, il y a énormément de talent autour de lui. Alors cette finale, même si évidemment les forces collectives de part et d'autre vont être importantes, il y a quand même des matchs dans le match et des chocs entre maîtres et apprentis. Oui, il y a un petit parfum de guerre des étoiles, de Jedi face à son Padawan, évidemment du côté des joueurs. Messi, Yamal, on va y revenir, mais aussi du côté des entraîneurs. Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, et Lionel Scaloni, celui de l'Argentine. Vous les voyez sur ces images, les deux hommes se connaissent bien et pour cause. En 2017, c'est Luis de la Fuente à gauche qui a formé son futur adversaire argentin au sein de la Fédération royale espagnole de football, où Scaloni était venu obtenir sa licence UEFA Pro, c'est la plus haute qualification pour exercer en Europe. Le professeur Luis de la Fuente a été mon mentor, a déclaré Scaloni dans un bel hommage. Xavier, 2 entraîneurs qui se retrouvent donc des années après au sommet du football mondial. Oui, alors il y a 17 ans d'écart entre les deux, puisque Scaloni est beaucoup plus jeune, ce qui explique effectivement qu'à un moment, Luis de la Fuente soit devenu son mentor, comme vous dites. C'est aussi une tradition, je serais tenté de dire, entre Espagnols et Argentins. C'est des pays qui parlent la même langue, il y a beaucoup d'échanges. À noter que Scaloni vit toujours en Espagne, il a joué longtemps en Espagne, il vit toujours. Il est domicilié à Majorque, effectivement. Donc beaucoup de joueurs argentins évoluent dans la Liga, dans le championnat d'Espagne, ou en tout cas ils passent avant d'aller parfois en Première Ligue ou en Serie A en Italie. Donc il y a effectivement ces liens privilégiés entre les deux pays, et c'est pas tout à fait étonnant de retrouver effectivement des entraîneurs qui se sont croisés à cette occasion. Mais d'ailleurs, Luis de la Fuente avait dit que Scaloni l'avait beaucoup intéressé parce que très curieux, pour s'améliorer, poser beaucoup de questions, faire beaucoup de recherches sur la façon de manager les joueurs, d'améliorer les performances de ses équipes. Donc, c'est pas tout à fait illogique de le retrouver aujourd'hui face à face. Rappelez peut-être un petit peu le parcours de Scaloni. Il avait été nommé en intérim après la démission de Sampaoli en 2018, consécutive à l'élimination contre la France en 8e de finale. On s'en souvient, à l'époque, un certain Diego Maradona avait dit « C'est un super gars, mais il ne peut même pas diriger la circulation depuis... » C'est 2 Copa América, une Coupe du Monde et une autre finale de Coupe du Monde. Oui, alors Diego Maradona, il disait beaucoup de choses et beaucoup de bêtises, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, son passage à la tête de la sélection argentine a été un raté complet. La Coupe du Monde 2010, avec une élimination dès les quarts de finale, avec un 4-0 encaissé face à l'Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, Maradona, c'est pas forcément un exemple. En revanche, Scaloni, il a eu l'intelligence, justement, avec ce souci de toujours créer une équipe qui fonctionne. Et il avait bien compris que Messi était un génie et qu'il fallait mettre autour de Messi les joueurs capables justement de le servir, d'utiliser son génie sans effectivement arrière-pensée, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, moi je voudrais aussi briller. Non, voilà, le groupe, il est construit autour de Lionel Messi et le bon juste retour des choses pour cette politique mise en place par Scaloni, c'est que la sélection aujourd'hui, on l'appelle la Scalonetta, c'est-à-dire l'équipe de Scaloni, c'est-à-dire qu'il a réussi à donner son nom à la sélection argentine. Un point peut-être tactique entre les 2 entraîneurs. Quelle différence dans leur manière leur philosophie de jeu? Luis de la Fuente a été un entraîneur en Espagne. Vous avez rappelé rapidement qu'il a notamment été le mentor de Scaloni. Donc lui, il a dirigé toutes les sélections de jeunes en Espagne, notamment les espoirs, et donc il a vu grandir ces générations, et il sait que en Espagne on pratique ce même football hyper collectif dans toutes les catégories d'âge. Et donc quand il récupère la sélection A, en fait, il continue de construire ce qu'il a déjà fait avec les générations précédentes, et il intègre petit à petit des jeunes, notamment beaucoup qu'il avait eu aux Jeux Olympiques lorsqu'ils avaient fait la médaille d'argent à Tokyo en 2021. Et depuis, ils sont champions d'Europe, donc ça fonctionne.
la Scaloneta, l'Argentine, c'est un peu différent. Encore une fois, il y a des joueurs de très grande qualité, mais l'équipe, elle est construite autour de Messi. Et effectivement, Messi est le Messi dans cette sélection argentine, même s'il y a encore une fois autour de lui des joueurs de grand talent. Alors, confrontation maître-apprenti côté entraîneur, mais c'est la même chose, Jules, du côté des joueurs. Oui, on a évidemment beaucoup parlé de ce shooting photo irréel de prophétie entre Lamine Yamal et Lionel Messi. C'était en décembre 2007, un bain partagé, vous le voyez, qui alimente les détournements sur les réseaux sociaux. Je voulais vous montrer une vidéo générée par l'IA qui a fait un carton ces dernières heures. Regardez. Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is him. La vidéo, Xavier, qui parodie donc avec le petit canard de bain. Il y aura forcément un match dans le match entre ces oui, deux parce hommes. qu'ils sortent exactement du même moule. Ils ont tous les deux été formés à la Masia, à Barcelone. Alors, Lamine Yamal est né en Espagne. Lionel Messi est arrivé à l'âge de 13 ans. Ils évoluent tous les deux à peu près dans le même registre, des pieds gauches fantastiques, mais une grande capacité d'adaptation. Au poste, Lamine Yamal évolue aujourd'hui au poste qui était celui de Lionel Messi pendant de très nombreuses années à Barcelone. Ils ont cette capacité à éliminer, à dribbler, et à rentrer et puis à frapper de loin ou de plus près, d'enchaîner les gestes techniques formidables. Et puis, il y a une statistique qui ne trompe pas. Dans cette Coupe du Monde, les deux meilleurs dribbleurs, c'est Lamine Yamal et Lionel Messi. Les deux seuls à avoir plus de 20 dribbles réussis dans la compétition. C'est 26 pour Messi, 24 pour Yamal. Exactement. Et Yamal a un match en moins puisqu'il était indisponible pour le premier match de la compétition. Donc on a vraiment deux phénomènes effectivement qui vont se retrouver face à face. 20 ans, donc ils se retrouvent 20 ans après ce shooting, 20 ans d'écart entre les deux joueurs. Et c'est aussi des exemples de précocité. On a vu Lionel Messi, évidemment, arriver très tôt, très jeune au plus haut niveau. Lamine Yamal, 19 ans, pourrait dimanche soir avoir déjà gagné 1 euro et une Coupe du Monde. Oui, et il faut souhaiter pour le football que Lamine Yamal arrive à suivre la même trajectoire que celle de Lionel Messi. Messi a été hyper protégé toute sa jeunesse, et il y avait quelque chose de très révélateur, c'est quand Guardiola a pris les rênes du Barça à l'époque, en 2008, il savait que Messi était un génie, puisqu'il avait eu les jeunes pendant une saison, et là, il a dit, il faut le protéger, il ne faut pas qu'il y ait des tentations autour de lui. Et donc, il a viré de la sélection, notamment Ronaldinho et Deco, qui est devenu depuis le directeur sportif, parce qu'il savait que c'était des joueurs qui avaient d'énormes qualités, mais qui étaient tout le temps en dehors, qui faisaient la fête tout le temps. Et il ne voulait pas que Lionel Messi soit entraîné sur ce chemin-là. Et donc, Lamine Yamal, en revanche, pour le moment, on se pose beaucoup de questions, parce qu'il est hyper talentueux, tout le monde le sait, mais il aime bien aussi faire la fête. On l'a vu avec Neymar l'été dernier. Là, depuis, il commence à se blesser. Donc, il faut souhaiter que Lamine Yamal ait le même professionnalisme que Messi pour réussir sur la durée. Alors, il faut quand même s'attarder une fois de plus sur Lionel Messi. Son tournoi à l'âge de 39 ans, et en plus, il a battu tous les records. Oui, il est meilleur buteur de l'histoire de la compétition, meilleur passeur de l'histoire de la compétition, meilleur dribbleur de l'histoire de la compétition, record du nombre de trophées d'homme du match. Et rien que sur cette édition 2026, il est en lice pour être meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur dribbleur, comme vous l'évoquiez, Xavier, 5 fois désigné homme du match. On a plus les mots, Xavier, pour décrire ce qu'il est en train de faire. Et est-ce qu'il est, pour vous, en tout cas pour les bookmakers, il l'est, favori pour le prochain Ballon d'Or? Mais en fait, j'ai travaillé à France Football pendant 20 ans, donc je sais que les jurés du Ballon d'Or sont des confrères dans différents pays du monde qui épluchent bien les statistiques, et puis ils ont aussi ce côté admiratif pour le joueur qui est exceptionnel. Et c'est pour ça que Lionel Messi, il a 8 Ballons d'Or aujourd'hui. Il y a certaines années où effectivement, il y avait des joueurs qui avaient des palmarès individuels plus importants que le sien, y compris ses coéquipiers parfois en 2010, notamment quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Mais voilà, Messi, c'est le magicien.
c'est celui qui fait rêver. Donc, il part effectivement, surtout s'il gagne cette Coupe du Monde, avec une petite longueur d'avance, parce que les années de Coupe du Monde, en général, le Ballon d'Or revient, en général, hein, c'est pas toujours, mais un lauréat de la Coupe du Monde. C'est ça, c'est qu'il y a des critiques. On dit Lionel Messi, il a été exceptionnel sur 3 semaines, 1 mois. Oui, mais même l'année dernière, la saison dernière, quand Ousmane Dembélé y a eu, il a été exceptionnel sur une demi-saison, puisqu'il avait été pratiquement... il n'avait pas été flamboyant sur la première partie de saison. Donc, de toute façon, le débat lié aux récompenses individuelles sont intarissables. Et Lionel Messi, lui, a toujours eu l'intelligence de dire la priorité, ce sont les trophées. Les trophées collectifs, pardon. Et donc, quand il avait le Ballon d'Or, il disait oui, ça me fait plaisir, mais ce que je veux, c'est vraiment gagner quelque chose. Alors, il avait gagné avec le Barça en club, mais il voulait gagner avec l'équipe d'Argentine, et finalement, c'est arrivé sur le tard. Et ce qui est marquant, c'est à quel point l'équipe d'Argentine se dévoue corps et âme pour Lionel Messi. On a vu Giuliano Simeone pleurer en conférence de presse en évoquant son coéquipier. Je voulais vous montrer le chant argentin qui est repris partout et qui rend hommage aussi à Lionel Messi, élément fédérateur fondamental de cette équipe. Écoutez. Xavier, voilà ce chant devenu très populaire en Argentine, repris donc dans les vestiaires. Est-ce que dans le cœur des Argentins, Lionel Messi n'est pas en train de réaliser quelque chose qu'on pensait absolument impensable, impossible, c'est-à-dire revenir, voire devancer l'aura d'un certain Diego Maradona? Alors c'est effectivement le lourd handicap qu'il avait, c'est que lui, il a grandi en Espagne en fait. Et donc pendant longtemps, pour les Argentins, il n'était pas argentin. Et il y avait toujours Maradona avec cette Coupe du Monde en 1986 qui était plus présent dans le cœur des Argentins. Et puis là, le fait qu'il ait gagné cette Coupe du Monde en 2022, ça a changé complètement son image. Et aujourd'hui, les Argentins Alors, quand on leur pose la question, j'ai eu l'occasion d'y aller, ils sont toujours un peu partagés, parce que Maradona a quand même apporté quelque chose d'assez extraordinaire. Et en plus, maintenant, il est décédé, donc dans les circonstances que l'on sait, le mythe est quand même très très fort. Mais Messi, s'il leur apporte une deuxième Coupe du Monde, il rentrera dans l'histoire comme un joueur. Il est déjà un joueur exceptionnel, mais il rentrera comme un joueur inégalable par ses performances, en plus de sa personnalité. D'autant que l'histoire, on va la rappeler rapidement, Lionel Messi, en 2016, il prend sa retraite internationale puisqu'il n'arrive pas à ramener ce fameux trophée international à l'Argentine. C'est suite à une défaite en finale de Copa América. Il revient donc en sélection et il pourrait apporter 2 Coupes du Monde. La remontada, le scénario, il est complètement fou. Oui, cet attachement à ce pays où on le reconnaissait pas vraiment, en fait. Et effectivement, il y avait eu ce moment de ras-le-bol, ce coup de blues après la défaite contre le Chili en finale de la Copa América. D'ailleurs, ils l'ont perdu 2 années de suite. Ils perdent en 2016 et je crois en 2017 ou en 2000, parce qu'il y a des Copa América presque chaque année. En 2019, je crois qu'ils la perdent aussi. Et donc, du coup, il était désespéré. Et il faut voir aussi ce que ça représente pour les Sud-Américains, et notamment des joueurs comme lui, qui jouaient toutes les compétitions avec le Barça, énormément de matchs, de devoir aller en Amérique du Sud, disputer des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que c'est un véritable championnat, c'est 18 matchs, parfois à Quito, à 2800 mètres d'altitude, à La Paz, à 3000 mètres d'altitude, après revenir à Buenos Aires, jouer un deuxième match, parce qu'en général ça marche par 2, et puis ensuite reprendre l'avion pour rentrer à Barcelone. Donc c'était très éprouvant. Et malgré cela, il a continué de porter cette camiseta albiceleste pour l'amener au plus haut niveau. Alors voilà ce qu'on peut dire sur cette finale à venir entre l'Argentine et l'Espagne. On va parler des Bleus maintenant. Ils se préparent pour leur petite finale. C'est dur de se remotiver et de se relancer pour ce match qui va se dérouler demain soir.
Oui, à Miami, les Bleus ont quitté leur camp de base de Boston où ils ont passé donc leur mois de compétition. L'occasion, vous le voyez, de faire une aide d'honneur aux employés du staff de l'hôtel du Four Seasons, remerciés pour le soin qu'ils ont apporté aux joueurs. Applaudissements et photos souvenirs. Avant cela, l'équipe de France avait effectué un dernier entraînement, forcément un peu morose. Difficile de se remotiver pour jouer cette troisième place face à l'Angleterre. Personne n'a envie de jouer ce match, a même avoué le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Et côté français, l'amertume est encore dans toutes les bouches, à commencer par celle du sélectionneur Didier Deschamps. Écoutez. Oui, mais ça doit faire mal. Heureusement que ça fait mal. On ne va pas banaliser non plus, ce qui ne me remet rien en cause de ce qu'on a pu faire de très bien avant. La déception, elle est à hauteur de nos ambitions, même si voilà, il faut être factuel aussi. Il faut l'accepter, il n'y a pas le choix, mais on est tombé sur une très bonne équipe d'Espagne qui a élevé son curseur. Est-ce que c'est ça et nous qui avons été évidemment un peu en dessous? Voilà, on n'est pas au rendez-vous que l'on souhaitait, que l'on attendait, qu'on avait pour objectif. Et on a un autre rendez-vous qui nous attend. On sent que la pilule, elle a un peu de mal à passer. Xavier, il faut remotiver les troupes. Là. Oui, d'autant plus que ce sera le dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, puisqu'il arrête après. Il aurait évidemment voulu sortir par la grande porte par une finale. Ce sera qu'une petite finale, le match de classement. Un match qui d'ailleurs, dans beaucoup d'autres compétitions, n'existe plus, a été supprimé. On le maintient en Coupe du Monde par tradition, puisqu'à l'origine, il y avait la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Dans certains pays, ça a vraiment un sens. Par le passé, il y a des pays, on se souvient ici en 1998, quand la Croatie a terminé 3e en battant les Pays-Bas au Parc des Princes. Eh bien, pour les Croates, c'était très important de finir 3e. Et puis, pour ce qui est des Bleus, moi, je rappellerai simplement qu'en 1982, la génération Platini, elle est éliminée en demi-finale à l'issue du drame de Séville par les Allemands. Donc, ils n'ont pas envie de jouer effectivement le match de classement contre les Polonais. Et ça finit, je crois, 3-2 pour les Polonais. Et puis, 4 ans plus tard, ils se retrouvent à nouveau éliminés au Mexique par les Allemands en demi-finale. Et là, ils n'avaient pas envie, ils avaient envie de finir avec une victoire. Et donc, ils ont battu, c'était la Belgique, au cours d'un match, encore une fois, où il y avait eu profusion de buts. Ce qui est de bon augure, d'ailleurs, pour Kylian Mbappé, qui, lui, de son côté, chasse un double record. Oui. Le record de meilleur buteur de la compétition. Il était à égalité avec Lionel Messi sur un match pour la 3e place contre les Anglais. C'est possible de marquer plus facilement que pour une finale pour Lionel Messi. Et puis, meilleur buteur dans l'histoire de la compétition. Pour le moment, c'est toujours Lionel Messi qui est devant lui. Mais Kylian Mbappé, de toute façon, il est plus jeune. Il aura le temps de disputer d'autres Coupes du Monde. Alors, il y a un homme qui n'a pas participé à ce dernier entraînement, c'est William Saliba, Jules, le défenseur de l'équipe de France. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ? Oui, on se souvient qu'il était sorti à la 30e minute de la demi-finale contre l'Espagne. William Saliba, l'un des tout meilleurs défenseurs du monde, qui a été très bon dans cette compétition, même si on a appris ces dernières heures qu'il avait joué avec une fracture au dos. Information de nos confrères d'RMC Sport, fracture au dos contractée avant le début du mondial lors d'un match du championnat anglais il y a 2 mois environ. Cela veut dire qu'il a aussi joué la finale de la Ligue des Champions avec Arsenal contre le PSG blessé. Sa place dans la liste de Didier Deschamps avait été questionnée, mais il a quand même donc embarqué direction les États-Unis. William Saliba a joué bourré d'antidouleurs. Il a bénéficié de soins particuliers. Xavier, est-ce que c'est une prouesse incroyable ou est-ce que c'est un risque inconsidéré, une mise en danger du corps ? On parle de plusieurs mois, 5 mois d'indisponibilité. Je comprends la volonté de participer à une Coupe du Monde, mais là, c'est très dangereux ce qu'il a fait en fait. Et je ne sais même pas dans quelle mesure le staff de l'équipe de France était vraiment informé. Parce qu'on se souvient qu'en 2016, avant l'Euro, Raphaël Varane était blessé et Didier Deschamps ne l'avait pas pris alors que c'était son homme de base, parce qu'il voulait des garçons à 100%. Et puis lors de la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti avait joué avec des gros soucis. Alors c'était pas le dos, c'était le genou. Mais depuis, il a pratiquement plus été en capacité de jouer. Donc il y a effectivement cette envie de réussir. Et c'est vrai que le sacrifice de Saliba est tout à fait remarquable. Mais il y a aussi le danger pour la santé. Et là, on peut vraiment se poser des questions. Allez, on voulait clôturer ce club mondial avec une image d'une autre légende. C'est le roi Pelé, dont le maillot a été vendu aux enchères. Oui, le maillot qu'il avait arboré en finale de l'édition 1958, vendu
4,9 millions de dollars à New York chez Sotheby's. Il a été conservé pendant des décennies dans la famille du joueur avant d'atterrir dans un musée, puis donc aux enchères. Xavier, il avait 17 ans à l'époque, Pelé, et il avait remporté sa première Coupe du Monde. De quoi amorcer sa légende future. Oui, alors pour les spécialistes, on rappelle qu'ils jouaient en bleu cette finale parce que c'était en face la Suède qui jouait à domicile, donc les Suédois étaient en jaune. Et Pelé a battu tous les records de précocité sous ce maillot-là, même Mbappé n'a pas réussi à les battre. Ça reste un joueur exceptionnel, le seul à avoir remporté 3 Coupes du Monde, et je pense que c'est le seul pour longtemps. Ouais, à noter que c'est pas le record. Le record, c'est Diego Maradona, quart de finale 86, 9,3 millions de dollars. Alors voilà, pour les... Alors, on va avoir une pensée pour Christophe Glaise, que je vous le rappelle, est toujours emprisonné, Jules. Christophe Glaise, on ferme à chaque fois, comme chaque jour, cette édition en ayant une pensée pour notre confrère, condamné à 7 ans de prison en Algérie pour avoir exercé son métier. Il avait été accrédité pour cette Coupe du Monde à laquelle, évidemment, il ne peut pas assister. Lui et sa famille espèrent toujours une grâce présidentielle. Merci Jules, merci Xavier. On se retrouve pour un nouveau numéro demain pour le Club Mondial. Merci à tous les deux. Merci Faiza. Et on se retrouve pour un nouveau journal dans un instant. Merci à vous.